Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est un créateur de contenu, un ancien qui a fait de la télé, probablement une des meilleures séries de vélo que le Québec a connue, sinon la meilleure série. C'est un YouTuber, il fait des conférences, c'est une sommité dans le monde du vélo de montagne au Québec et surtout, il est reconnu maintenant pour avoir traversé l'Amérique en vélo. Dominique Ménard, a.k.a. Dom Ménard. Comme je l'ai dit plus tôt, il était derrière Bon Vélo. Il a vraiment roulé sa bosse dans le monde de la création de contenu au Québec. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de le recevoir sur le podcast et de parler de long en large de son expérience. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que 2 personnes sur 3 qui écoutent le podcast ne sont pas des abonnés à la chaîne. Alors je vous invite à vous abonner et possiblement laisser un review, idéalement 5 étoiles, afin de ne manquer aucun épisode, mais aussi afin de m'aider à me faire découvrir par l'algorithme. Sur ce, sans plus tarder, allons parler à notre invité. Fait que nous voilà fonctionnels. Jean-Philippe, merci. Puis j'ai écouté beaucoup de tes podcasts en chemin, moi, vers l'Arizona. Fait que beau travail. Je les avais pas écoutés avant. Depuis notre rencontre au Pit Stop, là, je les avais ajoutés. Fait que le premier que j'avais écouté, c'était avec Marc-André Lebeau. Ouais. Fait que non, beau travail que tu fais. Fait que Ah, content d'être content que avec t'aimes toi ça. aujourd'hui. Content que t'aimes ça. Puis je suis content de te recevoir parce que ça faisait un petit bout, je voulais te recevoir. Ça fait longtemps que je te suis, tu sais. Puis dans le fond, de Bon Vélo. Genre ça, je te connaissais avant Bon Vélo. T'étais plus, je dirais, je pense, t'étais peut-être moins présent de façon publique. Après ça, je t'ai suivi à travers l'Amérique. Ça, c'était tout un périple. Tu sais, même incluant, je pense, ton test drive au début. Tu n'avais pas fait une aventure avant de partir au BC, puis... Ben oui, ici même en Arizona, puis c'est pour ça que je suis revenu ici pour écrire le livre, c'est symbolique. Mais effectivement, les premiers tests que j'avais faits, moi, c'était en Arizona. En fait, pour être bien précis, c'était au Texas. Fait que, tu sais, Hmm. moi, l'hiver, je fuis le Québec, je fuis la neige et le froid pour faire du vélo, là. J'ai assumé ce côté-là dans ma vie, on pourra en reparler, mais je descends dans le sud-ouest américain et j'arrive au Texas. Une inspiration, là, c'est un livre. On pourra faire tout le topo. Mais ouais, premier test au Texas, 2 jours, après ça, Arizona, Utah. Fait que j'ai fait des tests comme ça avant de me lancer dans cette fameuse traversée des Amériques. Et puis ça, c'est Bon Vélo juste avant ça m'avait comme donné un tremplin public. Là, je pense que ça, c'est un bon point, mais Mhm. ça faisait très, 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 très longtemps, pour ne pas dire depuis une vingtaine d'années, j'essayais de faire ma place dans la sphère publique là, à divers niveaux. Ouais. Ben, peut-être qu'on peut commencer justement, tu sais, par ta carrière. C'est comme quand tu es tombé dans le vélo puis ta carrière de vélo de montagne, parce que je l'avais déjà entendu sur un autre podcast, lequel je ne saurais dire, mais j'avais déjà entendu puis je trouvais ça vraiment fascinant à quel point, genre, t'as touché les plus hauts niveaux, genre, du bike de montagne. Exact, je suis tombé souvent à vélo aussi. Ouais. Mais comment je suis tombé dans le vélo? On dirait que c'est d'instinct. J'ai fait des liens un petit peu plus tard là, en regardant les photos d'albums de ma mère. Puis, tu sais, 1984, j'avais 5 ans à ce moment-là. Tu sais, première course de BMX, là, je suis sur mon petit vélo rouge, pneu jaune, avec une assiette pour replate de course en avant, avec petit numéro. Puis, fait que, tu sais, ça a été mon premier contact avec le vélo, a pratiquement été la compétition tout de suite en partant. C'est pas des amis qui m'ont lancé là-dedans, là, parce que je me rappelle, j'étais allé de moi-même, mes parents m'ont accompagné. Au préalable, ma mère, elle faisait le chrono et tout. Fait qu'ils m'ont accompagné comme ça. Fait que pendant 3 étés, j'orientais à travers les compétitions de BMX qui avaient lieu à cet endroit-là. Fait que là, moi, juste pour mettre les choses en contexte, j'ai habité Laval, je viens de Laval. Mhm. Il y avait une piste de BMX dans le quartier Auteuil. Malheureusement, elle a été démantelée après. Fait qu'à cause de ça, tu vois, il y a eu comme un gap, si on veut, dans ma progression dans le monde du vélo. Tu sais. Je trouve ça intéressant que de nos jours, on a tellement d'infrastructures. Puis je pense qu'il faut avoir des infrastructures à proximité, même malheureusement avec les villes. Bon, on a déjà fait un travail d'enlever les forêts, les boisés et tout ça, mais tu sais, moi, je viens quand même d'une époque dans les années 80 à Laval, où est-ce que bon, les banlieues se construisaient, là, mais on avait encore accès à beaucoup de boisés. Fait que j'avais Mhm.
tout de même accès à ça. Puis, même après la compétition, je continuais à explorer beaucoup à vélo. Puis plus je prenais de la liberté, fait que je pouvais m'éloigner un petit peu plus longtemps de la maison. Fait que ça a été mon premier contact avec le vélo. Après ça, ça a été via l'exploration. Fait que, ça a toujours été en moi jusqu'au début des années 90, là, où je tombe sur les premiers magazines, Mountain Bike Action, entre autres, et que là, tout d'un coup, il y a un univers dont j'ignorais qui s'ouvre à moi. Puis dans l'histoire du vélo montagne, finalement, je me rends compte que j'étais là dès le début, ou à peu près. C'est vraiment dans les années 90 que le vélo montagne a explosé. Fait que tout de suite après ça, moi, ça a été je me lance dans la compétition. J'ai eu la chance de faire les mercredis de Terrebonne, qui existent encore Mm. d'ailleurs, là. Fait que, Ouais. ça, c'est vraiment extraordinaire pour le développement, l'accessibilité au sport. Et puis, j'ai encore fait une course d'ailleurs, mercredi de Terrebonne cet été. Fait que 95, première course de cross-country, parce que c'était comme naturellement là-dedans qu'on s'enlignait. Je dis on parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même un groupe d'amis là, avec qui je faisais du bike. Et puis, je me rappelle, sur le start, j'ai comme sprinté. C'était en moi, là. J'étais arrivé le premier en haut de la côte. Puis, j'ai vite réalisé que je n'étais pas capable de tenir ce pace-là. Fait que les gars, tout le monde m'a dépassé finalement. Puis, c'est là que je me suis rendu compte, par contre, que j'avançais vraiment rapidement en descente. Mm. Et puis là, c'est là que j'ai réalisé que je serais peut-être plus un descendeur. Et puis, un de mes amis qui avait son permis de conduire à l'époque m'a amené à Bromont. Puis c'est là que j'ai découvert que, comme le ski, tu peux mettre ton vélo sur une chaise, arriver en haut, puis juste descendre. Puis c'est à partir de là que ma vie a pris un gros virage. Je me suis concentré vraiment sur la descente de vélo de montagne. Et 96, première course de descente de vélo montagne. 97, première année à temps. C'est-à-dire où je fais toutes les compétitions de circuit québécois, national. J'arrive deuxième au championnat canadien. Et puis, je m'envole vers la Suisse sur l'équipe canadienne. Et puis, à partir de là, je suis toujours concentré sur la descente de vélo de montagne jusqu'en 2009, dont temps plein entre 2004 et 2009, pour finalement arrêter la compétition sérieusement, si on veut, là, quoique c'est toujours en moi, et commencer un emploi de représentant dans l'univers du vélo. Fait que ça fait un petit peu là, le topo de cette passion du vélo-là, orientée vraiment vers la compétition. Puis là, on pourrait embarquer sur l'autre chapitre après ça, la suite de tout ça. Là. Mais ça fait un petit peu le topo, comment je suis tombé dans le monde du vélo. Ah, c'est un intéressant topo, puis ça explique aussi, tu sais, la ride qu'on a faite cet été, il y a eu comme un segment où c'était comme, il y avait des bons trous, puis, tu sais, il y avait des bons trous, puis il y avait un peu plus de garnottes lousses à la sortie des bons trous, puis toi, tu descendais genre pas de main, en train de faire je sais pas quoi, là, j'étais comme, man, le dude, tu sais, c'est comme le seul bout où il faut que tu mettes tes mains sur le guidon, c'est là que le gars, il est genre ben droit sur son bike, pas de main, mais ça explique des Ouais. choses. Ça me fascine parce que je m'ouvre à tout un nouvel univers. Puis en fait, c'est aussi nouveau le gravel pour beaucoup de gens. C'est intéressant parce que c'est un mix de gens qui viennent de la route ou qui faisaient de ville-montagne. On se rejoint tous dans le milieu, on fait du gravel. Beaucoup de gens connaissent mon parcours. Toutes les, les dizaines d'années que j'ai fait de la descente de ville-montagne, circuit national, quelques coupes du monde également. Fait que j'ai vraiment un gros background de descendeur, de bad boy, on pourrait y revenir de l'époque et tout. Une chance que Snapchat, Instagram n'existaient pas dans mes bonnes années. Bref. Ou t'aurais été Euh, populaire, t'aurais été, ouais, ouais, effectivement. Bon, il faudrait. C'est ça, la ligne est mince des fois, là, en public, là. Mais ça serait peut-être fait lancer des tomates. Mais ça pour dire que j'arrive dans cet nouvel univers-là du gravel, bikepacking en ce moment et tout. Fait que pas tout le monde connaît mon passé. Fait que je trouve ça intéressant de pouvoir m'asseoir avec toi puis en parler, puis ainsi que les auditeurs également, là. Puis c'est ça, fait que là, tu me disais, c'est ça, t'as eu c'est quoi le plus haut niveau que tu as été? Parce que tu disais que ta deuxième année, tu étais sur l'équipe canadienne. Je veux dire, c'est quand même une progression rapide, là. Oui, c'est sûr que j'avais la chance, peut-être qu'il y a un bassin moins grand qu'aujourd'hui. Le sport avait peut-être moins de profondeur. Junior aussi, il y a moins de compétition. Donc, la manière que ça marche, vu qu'on n'est pas olympique en descente, à chaque année, il y a une sélection de l'équipe canadienne. Hmm. Et ça ne change pas grand-chose, honnêtement, sinon que c'est le titre, là, mais qui fait en sorte que tu peux aller au championnat du monde pour représenter le pays. Mais après ça, contrairement, mettons, au cross-country, une discipline qui est olympique, tu sais, c'est pas comme si j'étais sorti de là qu'une bourse, puis un programme, puis un entraîneur pour l'année suivante. Là, tu sais, tout est à Mhm. recommencer l'année suivante. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai pris ça plus ou moins au sérieux. Je veux dire,
Tu sais, s'il y avait eu un programme, une structure, j'aurais sûrement embarqué, puis c'était le cas dans d'autres pays, mais sûrement embarqué dans un programme qui m'aurait permis de gravir les échelons. Puis je pense que ça aurait été le bon moment. Puis si j'ai un petit regret dans ma vie, j'étais long à sortir de ma coquille, moi, à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lance aussi rapidement. J'ai un petit sablier qui est le temps et Hmm. c'est pour ça que je m'active aujourd'hui. Mais peut-être avoir fait 2, 3 ans sur Qui National avec une structure et tout, j'aurais pu faire de meilleurs résultats. Ceci étant dit, je pense pas que j'avais le talent pour en faire une carrière. J'aurais sûrement pu faire des top 30, m'approcher du top 20. Là. Mon meilleur résultat, c'est 44 au Mont-Saint-Anne. Fait que, élite, là. Donc, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas aussi la culture du vélo. Euh, mais bon, je me suis resélectionné sur l'équipe canadienne en 2006, mais je ne suis pas allé au championnat du monde parce que même si tu étais sélectionné, tu n'avais aucun budget. Là. Puis, tu sais, moi, Mhm. à chaque été, là, je travaillais l'hiver, j'arrivais l'été, puis c'est la vie de bike bum un peu. J'avais pas beaucoup d'argent. Fait que déjà, tout investir cet argent-là dans mon vélo, dans les pièces d'entraînement, louer les hôtels, l'avion Mhm. ou partir dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis avec ma vanne, mettre du gaz. J'arrivais à la fin de l'année, j'étais endetté. Fait que je ne pouvais pas me permettre, puis cette année-là, c'était en Nouvelle-Zélande, de mettre un autre 4 000 $ pour. Il ne donnait même pas le jersey. Là. En Suisse, il a fallu que je vole mon propre jersey de l'équipe canadienne comme souvenir. Là. C'est comme un petit peu ridicule, évidemment, là, mais bon, c'est ça. Il n'y a pas de support financier, là, même si tu te fais sélectionner sur l'équipe canadienne. Ça a peut-être changé de nos jours, là, Mhm. mais bon, c'est ça. C'était la réalité de l'époque. C'est fou pareil. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, tu as pris ta retraite, dans le fond, ta retraite du vélo de compétition, puis tu es devenu représentant aux ventes, c'est ça? Ouais, 2009, à 30 ans, à un moment donné, là, je disais, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je ne veux pas me réveiller à 40 ans, bike bum. Ouais. Et puis, j'accepte, c'est ça, un poste de représentant dans le monde du vélo. Donc, au début, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans une boutique de vélo pour rester en contact là, avec cette industrie-là, de sorte que je me suis dit, hey, ça va peut-être m'ouvrir des portes dans le monde du vélo. Je voulais être représentant à ce moment-là. Et puis, finalement, pas longtemps après, j'ai commencé avec c'est c'est une agence externe, là, mais il représentait, entre autres, les montres de fréquence cardiaque Polar Mhm. et On the Edge. Fait qu'à ce moment-là, on avait les roues Envy, mais ça s'appelait Edge dans ce temps-là. OK. Aucun lien avec On the Edge d'ailleurs, là, je ne sais pas pourquoi, mais Envy, ça s'appelait Edge avant. Puis on avait, je pense, Turner comme les bikes, il n'y avait pas Pivot encore. Fait que j'ai commencé à travailler comme rep pour cette agence-là. Malheureusement, tu sais, les ventes n'étaient pas au rendez-vous dans le sens où j'étais 100% commission, j'étais sous-représentant. Fait que, tu sais, ça veut dire que l'autre, il se garde une petite cote. Fait que, tu sais, je me rappelle qu'il y a un mois, ça m'avait coûté autant être sur la route que j'avais fait de commission parce qu'il faut dire que les Mhm. montres de fréquence cardiaque polaire à ce moment-là, puis qui a un petit peu dîné parce que Garmin avait le GPS intégré. Ouais. Euh, Fait que, tu sais, c'est ça. C'était pas évident, mais ça m'a permis tout de suite après ça d'attirer de l'attention pour rentrer comme représentant dans une agence qui faisait Cycle de Vinci et Cycle Lambert, qui est aujourd'hui HLC. Donc, Cycle de Vinci, moi, ça m'allait bien parce que mes meilleures années de 2004 à 2006, c'était avec De Vinci. En 2006, d'ailleurs, j'avais commencé comme tech rep à faire des démos, des trucs comme ça. Tu sais, fait que j'avais déjà travaillé dans le fond avec cette agence-là. Fait que fin 2010, là, début 2011, j'ai commencé à travailler pour cette agence-là. Et j'ai fait ça pendant presque 8 ans. Ouais, presque 8 ans avant de me faire remercier pour mes services. Je te dirai pourquoi si tu veux éventuellement. Fait que ça a été mon aire de représentant pendant ces 8 années-là. Là. Puis dans le fond, ben justement, tu sais, dans le fond, je pense que c'est un chiffre de l'industrie que tu avais dit dans un précédent podcast, la raison pourquoi tu avais été remercié, ça se peut-tu? Un chiffre dans l'industrie. Ben oui, ben en fait, ce qui arrive, c'est que, tu sais, si on regarde 2010, quand j'ai commencé comme représentant, c'était la même affaire que les mondes polars. Hey, ça me semble tellement loin, on pourrait plus penser à ça, mais je rentrais dans une boutique et je faisais manuellement l'inventaire. Mhm. Puis je tenais un inventaire aussi tu sais, de ma dernière visite, parce que je comparais ce qu'on avait vendu entre mes 2 visites, mettons 2 semaines. Puis là, je disais, hey, t'as vendu tu sais, 3 montres Polar FT4 depuis que je suis venu. Tu sais, fait que là, je proposais une commande.
qu'on acceptait souvent. Mhm. Puis bon, je ressortais de là avec ma commande, puis donc ma commission. C'est un peu la même affaire dans le monde du bike, là, tu sais. Il y avait un booking qui était fait, qui était le gros. Seulement 70% dans le fond de ton inventaire vient de ton placement qui a été fait l'année d'avant, Mhm. livré pendant l'hiver au printemps. Là, pendant l'été, la game, c'est un peu de voir, ben, y a-tu des trous à combler? Puis, en tant que rep, ben, tu veux que ces trous-là, ça soit ta marque et non pas un compétiteur, parce que souvent, les boutiques de vélo vont avoir 3 à 4 marques ou à peu près Ouais. sur le plancher, tu sais. Fait que là, c'est ça la game. Mais là, l'inventaire est automatisé. Aussi, les boutiques sont beaucoup plus spécialisées qu'avant. Tant au niveau du staff, ça a grossi. Tu regardes des Primo de ce monde, puis des Kilico. Tu Ouais. sais, c'est des chaînes maintenant avec plusieurs magasins. Fait que les inventaires sont automatisés, en fait, structurés dans un système. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, mon rôle changeait, je le voyais bien. Tu sais, j'avais moins de contrôle sur les ventes. On se surprenait parce que moi, à la fin de l'année, tout, si tu avais fait un bon travail, tu rentrais, puis là, c'est là que tu faisais le booking annuel, Mhm. qui était vraiment, dans le fond, l'opération la plus importante de l'année. Puis pendant longtemps aussi, on avait de l'information qui était privilégiée et que la boutique n'avait pas accès des close-out. Comme je te Ouais. disais, même l'inventaire. Là, aujourd'hui, c'est en temps réel. Tu te connectes sur le B2B le matin, puis tu regardes ce que le manufacturier a en stock, tu commandes. Il y a des gens qui ont un rôle d'acheteur précis maintenant. Tu sais, fait que moi, je rentrais dans la boutique des fois, puis je me retrouvais juste à jaser, tu sais, puis je suis capable de jaser, là. Mais à un moment donné, je me demandais où est-ce que mon rôle s'en allait. Moi qui étais là, je me disais dans encore une vingtaine d'années. Et Ouais. c'est là que je me suis dit, ben, crime, avec tout ce qui se passait avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, je me suis dit, il faut avoir plus un rôle d'ambassadeur. Et puis, je cherchais des termes comme influenceur, parce que j'avais remis un document, moi, à l'agence qui avait été présenté après ça à De Vinci. Et puis, j'essayais de voir où est-ce que ça en allait, tout ça. Puis moi, j'avais déjà ma vanne. Je venais d'acheter une vanne en 2016. Fait que je voyais le hype que ça pouvait faire. J'arrive avec des bikes démo. Parce que dans le fond, souvent, c'est que tu veux le staff de ton bar. Mhm. Si ton staff, le gérant ou peu importe, les employés, ont essayé un vélo de ta marque, dans ce cas-ci de Vinci, admettons, ils vont être plus portés à pousser le de Vinci, admettons, tu sais. Ouais. C'est un peu la game, tu sais. Ça même affaire que toi, tu testes des produits et tout. Ben, c'est bien plus facile pour toi, après ça, de parler de produits que tu connais, que tu as déjà essayé. Ouais. C'est un rôle Fait que c'était d'ambassadeur un peu mon ultimement. point. Ben, c'est T'as ça. juste numérisé ta profession. Exact. Fait que là, je disais, il faudrait faire du contenu avec ça, tu sais. Et là, ben, ça a été bien accueilli au début. Puis j'ai peut-être l'impression que je dérangeais l'ordre en place, peut-être. Puis peut-être que mon boss, à qui je me rapportais, lui, peut-être qu'il voyait ça peut-être même comme une menace ou de dire, hey, le rôle de représentant, il veut essayer de changer ça. Ça veut donc dire ce que je fais est plus à jour. Il approchait de la retraite, fait que pour ne pas prendre de risques. Et peut-être juste aussi de me laisser voler de mes propres ailes. Et peut-être vu Mhm. qu'après 7 ans, j'étais prête à partir. Ce qui est plate, c'est que moi, j'étais attaché, je suis encore profondément attaché à De Vinci. Puis heureusement, pas longtemps avoir perdu mon emploi, je suis revenu avec De Vinci, mais dans un rôle d'ambassadeur, justement. Et ça m'a fait de quoi au début, tu sais, de me faire remercier sans savoir exactement pourquoi, finalement. Puis ben, c'est là que je suis retourné à la table à dessin, j'ai repris ce document-là et j'ai nommé ce projet-là Bon Vélo. Mhm. Je suis arrivé par la porte d'en arrière et là, j'ai commencé à faire du contenu avec mon cellulaire qui n'était pas parfait, mais je voulais juste me mettre de l'avant. Et puis vite, j'ai eu un budget de la région de Québec pour Sentier du Moulin où j'avais fait Mhm. l'épisode pilote. Et là, ben, tout ça a fait boule dans la neige après. J'ai rapproché de Vinci. Ils ont décidé d'embarquer dans Bon Vélo. Gourou s'est greffé à tout ça. Mon partenaire de vente de l'époque. Fait que, tu sais, j'ai ramassé un pote. On a fait une web série. Fait que mon fameux document, finalement, ben, est devenu Bon Vélo. Une web série que j'ai lancée en pleine pandémie. Fait que tout d'un coup, je faisais la promotion du sport, du vélo montagne, voyager local en van. C'est des mouvements qui explosaient. Puis, ben, Évasion ont acheté le show, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que je l'avais vu sur Évasion, entre autres, passer, puis là, j'étais comme, c'est quoi bon vélo? Puis tu sais, dans le temps, je sais pas si tu te rappelles, là, mais à la TV, il n'y avait pas grand show de vélo, là, à part le Tour de France, puis je pense à un gars qui parcourait le Québec en vélo, puis qui faisait le tour des group rides ou des club rides, mais il n'y avait pas grand-chose. Puis là, j'étais tombé dessus par hasard, puis après ça, j'avais commencé à suivre vraiment toutes tes capsules. Puis dans ce temps-là, ce qui était hot, c'est que tu faisais, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, tu faisais le tour des sentiers de vélo de montagne, puis tu montrais
tu sais, comme un peu l'aspect technique, le lifestyle de ce sentier-là, puis tu donnais des trucs et astuces de mémoire sur passer des Exact. segments. Puis ça, c'est un copier-coller de tout athlète en descente de vélo montagne. Ce qu'on fait, nous, dans le fond, c'est qu'on va monter la piste à pied et on va la Mhm. redescendre, puis on la décortique en sections pour que, un coup qu'on fasse notre première run de pratique, on ait déjà nos lignes en tête puis qu'on accélère à chaque Mhm. run. C'est quand même limité. Là, avant une course, tu vas faire, je sais pas, 8, 9 runs. Tu sais. Des fois, on arrête, on remonte à pied, on refait la section. Puis on la décortique comme ça pour que le jour de la course, ça soit parfait, au pouce près, on sait exactement où passer. Fait que moi, dans le fond, j'ai juste répété quelque chose qu'on faisait déjà. Ça a été des capsules qu'on appelait décorticons. Mhm. Et puis, fait que moi, je suis parti avec ce concept-là, mais j'avais aussi le volet qui était plus inspiration. Fait que ça, c'est le volet éducatif. Le volet inspiration, c'était destination, où ce qu'on faisait connaître la destination. Mais j'avais fait ces deux projets-là, moi, ces deux épisodes-là, dans le concept de mon épisode pilote, si on veut. Là, tu sais. Mais Québec vers le montagne avait tellement aimé les deux, puis ils m'ont dit hey, tu pourrais-tu faire les deux vidéos dans chacune des montagnes de la région de Québec? Fait que Québec Vélo Mhm. Montagne travaillent tous de concert ensemble, ça leur permet d'avoir des plus gros budgets. Et ça l'explique pourquoi que c'est une plaque tournante là, à Québec, là, tu sais, au niveau Mhm. marketing et tout, ça fait jaser beaucoup. Fait que Sentier du Moulin, tu as Empire 47, Vallée-Bras-du-Nord, Mont-Saint-Anne puis Massif de Charlevoix, ils travaillent tous ensemble. Fait que là, moi, j'avais un petit budget, qui n'était pas grand-chose dans le temps, si je repasse à tout ça, là, mais j'étais tellement content. Tu sais, je voyais grand à ce moment-là. Puis moi, je voulais que ça devienne un show télé. C'était clair dès le début parce que je voyais ce qui se passait, comme tu disais, à la télé. Il n'y en avait pas. Et j'avais eu l'idée de faire un show télé, moi, de van. Ça m'avait glissé entre les mains. Puis là, je disais, hey, cette fois-là, je ne rentre pas ma shot parce qu'il y a bien quelqu'un qui peut parler de vélo de montagne au Québec, c'est moi. Puis ça faisait une vingtaine d'années que j'étais sur des plateaux de tournage comme mannequin puis comédien, que j'essayais de faire ma bosse. Puis c'est à un moment donné que j'ai catché, hey, animateur, je suis moi-même et je parle de ma passion, le vélo. Fait que Mhm. tout ça a rentré comme en ligne de compte tout d'un coup. Et c'est là qu'est devenu ce concept-là. Mais ça a été tellement rapide que moi, j'ai lancé la web série. Quand Évasion ont voulu acheter le show, ben là, nos épisodes étaient basés sur le web 11 minutes. Pour la Mhm. télé, il fallait arriver avec des 22 minutes. Fait que, ou des 22 minutes, en tout cas, peu importe. La seule façon d'arriver à ça, c'était de marier les deux concepts, destination puis décorticon. C'est comme ça qu'est née, dans le fond, la télésérie en mariant ces deux concepts web. Là. Très nice. Ouais, moi, je me rappelle, j'ai été à justement Sentier du Moulin puis E47 suivant. Je fais pas de vélo de montagne, mais je fais du fat bike. Puis j'avais vraiment trippé. Genre, j'étais comme, ah, ça a l'air cool comme place. Mais finalement, même en fat, les pistes que tu prenais étaient quand même tough pour quelqu'un qui fait rien. Puis que moi, je suis tellement poche là, en vélo de montagne. Fait que j'étais comme. Tabarnak! En tout cas, j'étais comme. Ça avait l'air vraiment plus facile. Puis tu sais, le décorticon, c'était hot parce que je trouvais que ça avait l'air tellement facile quand je le regardais. Puis là, quand j'étais arrivé, j'étais comme, ouais, c'est d'autres choses. Mais j'avais eu bien du fun. Puis tu sais, moi qui en fais pas, qui avait un fat dans le sous-sol, j'y avais été à cause que j'avais vu tes séries. Fait que tu sais, ça marchait bien, c'était inspirant. Tant mieux, content d'entendre ça. Puis oui, c'est vrai que ça a l'air des fois facile, là, mais des fois, j'aurais aimé ça, de mettre de l'avant aussi des pistes peut-être un peu plus faciles, mais pour le tape à l'œil, il faut dire que c'est pas moi qui décidais quelle piste on allait décortiquer. Là. Souvent, Mhm. il me lançait une piste qui était hyper spectaculaire. Là, tu sais. Ouais. Euh, ben, c'est sûr qu'avec le recul, tu sais, je regarde tout ça en ce moment dans le vélo montagne, je veux pas qu'on perde ces gens-là qui se sont initiés au vélo. Tu sais, c'est sûr qu'après une couple d'années, ça reste un sport de conséquences. Il y a peut-être des gens qui se sont blessés, puis justement, ils vont dans le gravel peut-être, il y a une petite prise de conscience. Mais moi, je trouve qu'on devrait vraiment, vraiment miser sur des pistes plus faciles, fait que des bleus puis des vertes pour la prospérité du sport. Là, Ouais. Mais mais tu sais, c'est des centres où, tu sais, mettons, E47, là, il y a énormément de pistes vertes et de pistes bleues, tu sais, tout le segment, comme quand tu regardes la map de devant, là, à droite, qui monte jusqu'en haut, il y en a pour tous mhm. les goûts, tu sais, puis c'est parfait. C'est juste que c'est vrai aussi que dans un show,
tu fais pas un show sur Non, décortiquer une piste facile, là. Fait que s'il n'y a non, pas non, de roche, il n'y a c'est pas pas de vrai. racines, ça descend pas trop vite, c'est en terre battue, ben allez-y, tu sais, comme il y a rien Non, à non, dire. Fait qu'en même temps, tu sais, ça c'est serait sûr que pas c'était ça qui rendait spectaculaire. le show intéressant puis inspirant, puis c'est ça qui donnait le goût d'y aller. Mais non, c'est ça, mais j'avais eu du fun pareil, là, au final, mais sur le coup, j'étais comme, tabarouette, puis tu sais, comme quand t'arrives devant le gap, là, la caméra, le gap, il avait pas l'air si haut que ça, tu sais. Fait que le Ouais, chicken ça, pass, il c'est. était vraiment le fun. Exact. Ben, il n'y a pas de mal, hein, des fois. Puis d'ailleurs, le mot tu sais, chicken pass, des fois, il faudrait peut-être le changer. C'est de se placer une ligne alternative. Puis, tu sais, au final, le but, c'est d'arriver en bas, puis faut prendre ta bière tranquille, puis pas Ouais, être à la clinique à la place. non, c'est ça. Fait que Bon Vélo, ça a duré 2 ou 3 saisons, right? Moi, il y a eu 2 saisons. Et OK. puis, mais tu sais, c'est ça, j'ai réussi à lancer un show dans un contexte unique où est-ce qu'il y avait énormément d'argent, parce qu'il faut se le dire, nous, on s'autofinançait, là, c'était avec les Mhm. commandites. J'espérais peut-être qu'Évasion, à un moment donné, allait nous libérer de cette responsabilité et de cette pression-là, mais on est ici arrivé à la fin du règne de la télé, tu sais. Puis Mhm. moi, je l'ai vécu en deuxième saison. Tu sais, la plus grande récompense pour un artiste, c'est que ton contenu, ton show, peu importe ce que tu fais, ta musique soit entendue. Tu sais, c'est d'être Mhm. vu, tu sais, que ça soit consommé. Puis moi, le buzz, je ne l'ai pas eu dans la deuxième saison parce qu'on était strictement, exclusivement sur Évasion. Fait que Mhm. en fond, le succès de Bon Vélo s'explique par la proximité et la facilité du contenu. Du jour au lendemain, je mettais un épisode sur YouTube, boum, tout le monde fallait l'écouter. Un lien sur ma chaîne, ça veut dire sur mon compte Instagram. Là, on arrivait sur ma chaîne YouTube. Fait que ça a eu un gros boom comme ça parce qu'on était sur YouTube. Si j'avais parti Bon Vélo exclusivement à télé, ça n'aurait pas eu le même succès. Tu sais. Fait que la Mhm. deuxième année, j'étais comme, tu sais, là que je prends, parce que je prends des risques là, quand je fais ça quand même si avec les années, tu sais, j'ai une zone de confort, que je suis capable de rouler vite sans me mettre en danger, mais il reste que c'est des grosses et longues journées de travail sur le vélo où tu sais, je remonte, je redescends, je remonte, je redescends. Puis des fois, je la refais pas parce que j'ai raté en vélo, mais parce que j'ai pas dit le bon mot à la bonne place. Parce que, tu sais, des fois, ça a l'air de Mhm. rien, mais placer une phrase en 3 secondes, et c'est Ouais. difficile. Tu sais. Fait que des fois, j'arrivais pas à placer le mot ou le Bluetooth avait coupé au moment. Tu sais. Fait que là, je recommençais. Fait que après ça, il fallait amener une entrevue, tu sais, puis respecter. C'est des longues journées de tournage. Puis je me donnais, là, tu sais, puis j'étais fier de ça. Puis je suis comme, pour finalement que ça soit pas vu par tout le monde. Tu sais, ma gang d'amis n'a pas vu la deuxième saison. Mhm. Ben, ma mère a vu la deuxième saison, puis le mononcle de, puis la grand-mère de, parce que, tu sais, si on sur Évasion, c'était sur la télé, sur le câble. Euh, Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu plate en deuxième saison. Fait que pour moi, c'était clair, s'il y avait une troisième saison, il aurait fallu qu'il y ait un accès web absolu, là. Mhm. Puis, fait que là, dans le fond, après ça, c'est là, c'est tout de suite après Bon Vélo que tu as décidé de partir puis faire combien de kilomètres à travers? Ben, ça a donné de Victoria jusqu'à Ushuaia, là, qui est le point le plus au sud en Argentine, là, 23 481 kilomètres. Fait que c'est à C'est peu près c'est- ce que ça prend là, pour c'est du traverser les Amériques. millage. C'est du millage Beaucoup de en. millage. Puis, pas en tout quelque chose que je pensais faire dans ma vie. Là, tu sais, on l'a vu, là, je faisais de la descente de vélo-montagne, moi, 3-5 minutes, puis c'était tout. Là, tu sais. Fait que c'était beaucoup d'intervalles, d'explosions. Fait que j'avais pas, moi, le côté endurance, si on veut. Parce que je ne l'ai jamais eu, finalement, le côté endurance, si on veut. J'ai vite réalisé en cross-country que j'avais pas ce que ça prenait. Tu sais. Mhm. Euh, Ceci étant dit, il y a peut-être une différence entre l'endurance aussi de compétition puis de l'endurance à long terme, là. Ça, peut-être que je l'ai plus. Mais bref, ouais, c'est tout simplement un livre, moi. Fait que, tu sais, pendant l'hiver, après Bon Vélo, j'avais besoin de décompresser. Parti dans le sud-ouest américain. Je ramasse un livre par hasard, To Shake the Sleeping Self. Et puis, je commence à lire ce livre-là. Puis c'est un gars qui raconte son aventure à vélo entre l'Oregon, dans ce cas-ci, et la Patagonie. Mhm. Puis, rarement dans ma vie, il y en a quelques moments comme ça dans ma vie que, genre, à ce moment-là précis, tu le sais que tu veux faire ça. Vite, vite dans ma tête, tu sais, le premier magazine que j'ouvre pour la descente de vélo-montagne, la compétition, là, tu sais, ça, c'est un moment dans ma vie où je suis comme, Mhm. je veux faire ça. Après ça, je me rappelle en 2011, je pense, il y a un show à la télé sur le Ironman d'Hawaï.
Je fais comme, je veux faire un Ironman. J'ai fait un demi-Ironman l'année suivante finalement. Mais tu sais, des petites étincelles comme ça. Ouais. Fait que c'est intéressant l'inspiration, des fois, d'où est-ce qu'elle vient. C'est un petit moment, une petite rencontre, une photo, une publication, une vidéo, un livre, puis paf, ta trajectoire vient de changer. Puis moi, ma Mhm. vie a littéralement pris un virage à ce moment-là. C'est un hasard que je ramasse ce livre-là chez Indigo, je sais pas où trop où, là, parce que je l'avais ramassé, tu sais. Et puis, finalement, je me mets à lire ça dans ma vanne, je suis dans le désert, puis là, je suis comme, wow, donc, je veux faire ça. Tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais des doutes que Bon Vélo ne reviendrait pas pour une troisième saison parce que je pense pas qu'on aurait pu se financer pour une troisième saison. Puis à ce moment-là, il aurait fallu sortir du Québec. Mhm. Puis là, les coûts de production auraient été beaucoup plus élevés. Avant, on prenait nos vannes. Je dis non parce que j'avais deux gars avec moi. On prenait nos vannes, puis on allait filmer, on revenait, tu sais. Mais là, prendre l'avion pour aller à Whistler, Squamish, c'est un autre game, là, tu sais. Ouais. Fait que, puis j'avais le goût d'autres choses déjà. Tu sais, pour moi, ça a été la consécration, Bon Vélo, tu sais, mais ça a pris une vingtaine d'années en arrivant là. Puis publiquement, tout d'un coup, c'était quelque chose. Là. Moi, j'habite temps plein dans ma vanne, parké au Pit Stop Vélo Café, mon camp de base, qui est littéralement là où ce que mon public cible est à tous les jours. Tu sais. Fait que Mhm. des fois, je dis à la blague, c'est comme si Martin et Matt habitaient au Maxi. Ouais. Il n'y a pas moyen d'avoir la paix, là, fait que c'est un peu ça. Puis c'est correct, là, j'ai toujours voulu désirer ça. Mais tabarnouche, c'est quand même quelque chose, être public. À petite échelle, ça, ceci étant dit, là, je ne suis pas une grande star. Mais j'avais besoin de décompresser autant que je suis social, autant que je suis un gars très solitaire. Fait que dans le désert, comme ça, je lis ce livre-là, puis ça me lance dans un autre trajectoire. Puis heureusement, après ça, je fais des petits liens, là. Puis je suis comme, tu sais, dans le fond, Bon Vélo, première saison, je ne sais pas si tu les as toutes écoutées, là, mais le sixième épisode, je fais un trip de bikepacking entre Bromont et Sutton en gravel. Mhm. Parce que je voyais le gravel arriver, je voyais le bikepacking, puis j'étais comme curieux, je suis comme, hey, je veux savoir c'est quoi ça, tu sais. Fait que tu sais, c'était déjà en moi. Après ça, quand j'étais jeune, c'est comme ça que j'ai découvert le vélo montagne. Je partais, mes premiers moments de liberté, je partais avec mon petit sac, toute une journée de temps à la recherche de sentiers autour de chez nous, ou à Oka, Lorraine, à Montréal. Fait que ça a comme tout le temps été là, tu sais. Et puis, j'avais fait une petite loupe à la fin de l'été. Arkel m'avait donné des sacs, tu sais. Fait que j'étais parti quand même avec ça. Fait que, hasard ou pas, tu sais, je ramasse ce livre-là. Tu sais, c'est des fois la vie, hein, c'est bien fait comme ça. Puis là, ben, j'étais au Texas, puis je me suis dit, crème, je vais essayer une première book. Puis là, la fameuse book, dans le fond, c'est là, 3 ans à ce moment-là, j'avais rencontré un couple. Moi, je faisais du vélo montagne, puis ils sortaient du réseau, puis je les avais vus avec leur sac sur leur bike, puis je les ai arrêtés. Je me rappelle, je filmais avec la GoPro, j'ai ce footage-là, puis je suis comme, d'où est-ce que vous venez? Tu sais, j'étais fasciné, là. Puis là, il m'avait dit qu'il avait couché 2 jours, il avait passé 3 jours dans le parc. Puis là, je suis comme, votre tente, sac de couchage, tu sais, remplication, là, je suis comme, waouh, c'est bien fou. Fait que ça m'était resté en tête. Fait que là, c'est comme si toutes les as s'alignent, je suis au Texas, je fais cette loupe-là. Premier vraiment contact avec l'autonomie, où ce que là, il faut que je prévoie mon eau. Je fais face au silence du désert qui est complètement déroutant. J'ai pas de background en plein air. Je suis quelqu'un assez princesse. Mhm. J'ai besoin de ma chambre d'hôtel, puis que tout soit propre, puis tu sais, ordonné, structuré. Là, je dors dans le désert, je gèle parce que j'ai pas le bon matelas de sol. J'ai opté pour l'équipement super petit, mais tu sais, j'ai un matelas de sol d'été, puis ça drop des fois à 2 Mhm. degrés, 0 degré dans le désert, tu sais, même si tu crèves pendant la journée, tu sais. Puis j'ai pas le bon sac de couchage aussi, je grelotte. Là, il y a des coyotes qui crient autour de moi, man. Je sais qu'ils sont peut-être pas dangereux, là, mais je suis comme, ouais, ils ont donc, Ils sont qu'est-ce que en je fais appareil. ici? Fait que, ils sont en appareil. Puis le silence, man, c'est déroutant. T'entends ton cœur battre. Fait que, tu sais, 2 jours, mais on dirait que je suis parti une semaine. Fait que ça, là, j'ai découvert la beauté de voyager à vélo. Quand tu reviens de ces aventures-là, là, il s'est tellement passé de choses, là. Fait que je souhaite à tout le monde, là, tu sais, on va en parler de mon aventure jusqu'en Patagonie, mais je veux dire, juste partir un week-end, là, un overnighter qu'on appelle dans le Ouais. jargon, là, où est-ce que tu pars juste une nuit, puis tu peux être juste en prêt à camper. Un prêt à camper, c'est juste de partir coucher dans un refuge, un endroit qui te fournisse tout. Faut juste trimballer ta tente, ton sac de couchage et tout. Tu reviens le lendemain, c'est la meilleure affaire. Surtout les gens ont déjà un bac de gravel maintenant. Fait que, tu sais, il en manque pas gros là, pour faire ce genre d'aventure-là. Quand tu es plus à l'aise, tu frappes des sacs puis tu pars un peu plus longtemps, mais c'est une façon incroyable de voyager puis de déconnecter. Ouais. Non, effectivement, moi, je fais ça. Ben,
là, ça fait peut-être un an que je l'ai pas fait, là, mais je fais ça avec mon fils depuis 2 ans. On fait des one-nighter, puis on fait le tour des CEPAC, là. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'il pédale maintenant, mais Ouais. C'est dans la zone juste entre les deux, peut-être, là. exact, mais ça va revenir un jour. Si on parle justement tu sais, de matériel, parce que tu sais, je pense que c'est une des choses qui intéresse le plus le monde, là. Tu sais, mettons, quand tu traverses l'Amérique, là, qui est un très très long continent, c'est quoi le type de vélo, de bagagerie que tu apportes? Ouais, ouais, je sais qu'il y a comme une espèce de phrase, là, le meilleur vélo, c'est celui que tu as, là, mais ça, moi, je crois pas à ça. Je vais pas être plate. Tu vas faire un bout, là, mais tu n'auras peut-être pas le même épanouissement, tu vas peut-être avoir des problèmes. Fait que, tu sais, si tu peux, des fois, attendre un petit peu, puis avoir un vélo qui est bien adapté, ça va faire une méchante différence, là. Ceci étant dit, j'ai vu du monde, là. Je me rappelle un Polonais, Casper, 21 ans. Je l'ai croisé en Californie, puis après ça au Mexique. Tu sais, puis j'étais avec JS Pitt, Jean-Sébastien Pitt du Pizza Mhm. Vélo Café qui était venu me rejoindre. Tu sais. Puis pauvre gars, tu sais, il avait pas beaucoup d'argent. Puis chapeau, là, écoute, il est parti avec 5 000 $. Puis ça, moi, je suis en 2022 là, quand j'ai fait mon aventure. Puis on est en 2025, il est encore là, quelque part au Chili. Là. Il est revenu chez eux à plusieurs reprises, ramasser de l'argent et tout. Mais il en a arraché. Puis son vélo, là, écoute, il a tellement eu de problèmes avec le vélo. Puis c'est moi, puis Pitt, à Baja au Mexique, on lui a montré un tubeless, là, comment ça Mhm. fonctionnait. Fait qu'il est allé se faire un setup tubeless, donc d'air, pas de chambre à air dans ses Ouais. pneus, parce que là-bas, il y a des cactus partout. Fait qu'il était tout le temps sur le flat, on attendait après, tu sais. Fait que, tu sais, fait que oui, il y a un minimum de préparation, puis je le sais que c'est sensible parce que là, ça veut donc dire des dollars. Mais je pense que ça vaut peut-être la peine d'avoir une bonne base là, pour éviter ces problèmes mécaniques-là qui peuvent vraiment chambarder une journée. Puis si t'es pogné dans le désert tout seul, ça peut être fâchant comme situation. Tu sais. Dans mon cas, je suis parti avec un vélo de montagne parce que je suis bien sur un vélo de montagne, c'est mes racines. Puis ça me permettait d'aller n'importe où. Puis ça, j'avais ce luxe-là de le faire. Fait que je ne voulais pas me sentir menotté d'arriver à un endroit que j'aurais pu faire du vélo de montagne puis pas être en mesure d'en faire. Parce qu'au début, j'ai pensé prendre mon gravel. Puis là, une chose à dire, moi, je suis ambassadeur pour De Vinci. Fait qu'il fallait que je pige aussi dans la famille de Vinci, là, tu sais. Fait que j'avais Mhm. pas. Il y a des vélos de bikepacking là, tu sais, qui sont conçus pour ça. Un vélo de bikepacking, généralement, c'est que l'empattement va être un peu plus long. Tu vas avoir des ancrages pour mettre rack, sac, vélos plus robustes, tu sais, qui sont conçus pour être chargés. Parce que là, Mhm. moi, mon vélo, j'ai fini par, avec le poids du vélo et les bagages, c'était à 120 livres là, quand je suis parti de Victoria. Donc, c'est extrêmement pesant. Fait Mhm. que moi, j'avais fait des tests avec mon gravel, puis ça n'a pas été long que le bike, il wobblait, comme on appelait. Mhm. Ça veut donc dire que, comme une nouille, là, ça s'en va de gauche pas à droite, puis c'est beaucoup trop mou pour supporter la charge. Fait que, tu sais, si vous avez déjà vu des accidents de moto où le guidon, là, il vide, puis le pilote se fait éjecter, c'est un peu le même principe. Fait que ça prend quand même un vélo qui est adapté à ça. Fait qu'un vélo de montagne hyper rigide, fait que j'avais pas ce problème-là. J'étais capable de supporter la charge. Puis aussi, je voulais faire des routes de bikepacking, dont la Barra de Vide, qui demande des pneus 2,6 de large, parce que c'est Mhm. sablonneux. Fait que moi, j'ai choisi ma plateforme, un De Vinci Cobain, bike d'aluminium, soudé à Québec en plus, à Chicoutimi. Fait que ça, je trouvais ça cool quand même comme ça, je trouvais symbolique de prendre un vélo qui sortait de l'usine à Chicoutimi pour me rendre en Argentine avec. Et puis, un vélo qui est hyper confortable. Tu sais, c'est une position un petit peu plus relevée aussi qu'un vélo de route ou de gravel. Là, tu sais. Puis moi, je suis pas parti dans le but de faire de la performance. Fait que ce vélo-là, pour moi, il était parfait. Puis après ça, ben, ça a été le Vortex YouTube, bikepacking.com. Bon, quel sac mettre là-dessus, quel rack. J'ai acheté beaucoup de trucs que finalement, ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, un conseil que j'ai pour les gens, faites des tests absolument. Partez une journée, revenez. Après ça, recalibrer. Euh, Peut-être changer de truc. Partez pour 3 jours. Revenez, tu sais, comme y aller progressivement, comme ça. Euh, Il y a des trucs de base quand même, là, tu sais, le fameux wobbling que je parlais aussi, même si ton vélo est fait pour ça, il faut quand même que tu saches charger. Fait idéalement, tu vas essayer de mettre gauche-droite la même charge de poids absolument. Là, tu sais. Et puis ensuite de ça, ben, là, il y a tout un Tetris qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est essai-erreur, chacun a sa façon aussi de procéder. Puis en cours de route, il n'y a rien comme l'expérience. En cours de route, tu prends des trucs,
tu vas te débarrasser de trucs peut-être que tu n'aimes pas, qui prennent de la place ou peu importe. Puis, tu sais, à un moment donné, tu vas arriver à minimiser ton équipement, puis avoir une certaine ordre logique aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu as Mhm. besoin pendant la journée rapidement, puis qu'est-ce que tu as besoin le soir seulement. Fait accessible aussi de la bouffe dans la journée. Idéalement, mettre toute ta bouffe dans le même sacoche ou les deux sacoches gauche-droite. Là. Mais des petits trucs que tu apprends en cours de route. Si bien que je suis passé de 120 livres, puis je suis arrivé à la fin Ushuaïa à 106 livres. Donc, j'ai coupé quand même 14-15 livres. Là. Et c'est pas parce que j'ai perdu du poids non plus. J'ai pas perdu de poids pendant tout ce voyage-là. Hmm. Non, mais le matériel, c'est ce qui est le plus intéressant. Puis effectivement, tu sais, c'est drôle de voir comment, tu sais, tout le monde dit on transporte nos peurs là, quand tu Ah oui. pars. Puis tout le monde qui part dans un trip de vélo, j'en connais pas beaucoup qui arrivent à la fin puis qui sont pas plus légers, tu sais. Spécialement les Ben longs oui. trips là. Ben oui, je suis parti dans l'idée, tu sais, exemple, un mouleur à café, tu sais, pour moudre mon Ouais. café, je me disais, je serais peut-être pas capable de trouver du café moulu en cours de route. Puis, tu sais, c'était mon confort aussi, mais ce petit truc-là, il est 400 grammes quand même, là. C'est deux roches là, Tu qui sais, c'est mouillent. quasiment un livre, là. Ah Ouais. ouais, exactement. Tu sais, fait, éventuellement, puis c'est drôle, j'étais en train d'écrire le livre, là, puis on a le processus tu sais, je rencontre un couple qui me challenge sur ça, tu sais, puis finalement, je m'en débarrasse en Californie, tu sais. Mais petit à petit, effectivement, c'est des trucs comme ça. Fait que la liste est allongée. Tu sais, je suis parti avec 5 t-shirts, j'ai fini avec 2, un pour le vélo, un pour le soir. En mérino, tu laves ça, ça sèche vite. Mhm. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, comme ça, j'ai épuré tout au long du voyage. Ah. Puis justement, tu sais, parlant de logistique, etc., ce serait quoi, mettons, le défi mécanique, logistique, puis le moment d'angoisse de ton voyage? Au niveau de la mécanique, premièrement, c'est Ouais, ça que tu mettons dis? mécanique. Ben, tu sais, j'avais fait mes devoirs. J'ai certaines notions, ceci étant dit, je ne suis pas un mécano, mais j'ai quand même certaines notions pour prendre soin de mon vélo qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, euh, ça, ton équipement dure plus longtemps, puis tu n'as pas de surprise parce que, tu sais, en faisant régulièrement une petite inspection, tu peux voir des affaires Mhm. venir. Je changeais mes pneus avant qu'ils soient complètement finis. Tu sais, je changeais ma chaîne aux 3500 km, mais entre-temps, entre les deux, je lavais ma chaîne Mhm. régulièrement. Tu sais. Fait que le matin, là, j'avais une lingette, je faisais tourner ma chaîne. Après ça, j'avais une petite brosse Sparkle bleue là, tu sais, que Mhm. tu peux aller chercher dans les pignons, les galets, tout enlever la crasse qui se loge là-dedans. Après ça, j'avais mon huile que je passais, un autre petit linge, j'en mettais un petit peu d'huile au besoin, mais tu sais, je cleanais super bien ma chaîne. Fait que si bien que ma cassette arrière, une Sramexo en passant, euh, j'ai fait 13 000 kilos avec là, avant de la changer par. Fait que je me disais, hey, je ne ferai pas la prochaine moitié. Après le Panama, je l'ai changé. Mais j'aurais pu faire très, très longtemps avec ça parce que c'est des pièces d'équipement haut de gamme, mais Mhm. qui durent. Fait que j'avais quand même fait mes devoirs pour ça. Problème mécanique que j'ai eu juste avant d'arriver à Panama City, qui était la moitié de mon voyage, à 400 kilos, rayon qui a lâché. Là, sur le coup, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que je sentais que ma roue commençait à être molle. Puis ça aussi, intuitivement, tu t'arrêtes, là, tu Mhm. continues pas avant qu'il soit trop tard. Et c'est là que je me suis aperçu que, dans le fond, mon moyeu à l'interne arrière avait craqué. Fait qu'il y avait comme les trois flanches, en fait, qui tenaient plus. Fait que là, les Mhm. rayons étaient comme lousses. Fait que j'ai détaché le morceau là, pour pas qu'il continue à fissurer plus loin. Puis là, ben, avec du tape électrique, des tie wraps, j'ai tout mis puis j'ai attaché comme les rayons ensemble, là, comme si on faisait une tresse, là, tu sais, pour minimiser tout ça. Puis je me suis rendu finalement à Panama City. Fait que ça a été le seul petit trouble mécanique, si on veut. Sinon, sans que ça m'ait affecté, moi, j'étais parti avec un moyeu dynamo avant. Mhm. Moyeu dynamo, en passant, là, tu sais, moi, j'étais parti dans le dé, j'allais peut-être pouvoir recharger en route mon cellulaire. Faites pas ça parce qu'il n'y a pas une charge qui est assez constante. Il faut pédaler au moins 13 km à l'heure, donc idéalement être sur la route, mais c'est pas long qu'en bikepacking que tu ne roules pas 13 km à l'heure. Fait que si bien que ta batterie est tout le temps comme charge, décharge, charge, Mhm. décharge. Fait que une batterie lithium de téléphone, là, pour la durée de vie, c'est vraiment pas bon. Fait que la seule façon, un dynamo, de l'utiliser, c'est vraiment de recharger un battery pack. Et Mhm. là, si tu as assez d'énergie, à un moment donné, tu plugues ton téléphone pour le recharger.
Mais tu as toujours une lumière en avant au moins qui est illuminée. Fait que ça, tu n'as jamais besoin de te casser la tête le soir, par exemple, pour recharger. Fait que c'est rassurant. Mais ce fameux moyeu dynamo-là, qui est un SON, S-O-N, que tu es supposé te faire genre 50 000 kilos avec, avant Panama, moi, il avait déjà commencé à être lousse. Fait que les bearings à l'intérieur. Mais le problème de ce moyeu-là, c'est que pour accéder les bearings, il faut que tu enlèves tous les rayons. Tu démanches la roue au complet. Tu ne peux pas juste sortir, comme la plupart des Hmm. moyeux, un petit cap là, au bout, puis sortir tes bearings. Fait que là, tu vois le problème là, quand tu es en plein milieu de nulle part. Fait que moi, c'est un petit truc qui avait motivé ma décision à mi-chemin de revenir au Québec une couple de semaines. J'avais aussi certains trucs à faire avec mes commanditaires. J'en ai profité pour donner ma première conférence qui m'a donné un montant d'argent pour continuer. Puis j'ai complètement déshabillé le vélo de A à Z. Euh, si bien que, tu sais, je me suis toujours m'en suis bien sorti côté mécanique à cause de ça. Même au niveau des pneus, j'ai pas eu de problème, j'étais tout blesse. J'ai pris des plugs de résine, là. De temps en Mhm. temps, évidemment, quand que le liquide scellant ne colmatait pas la brèche, mais tu sais, j'ai pas eu de désastre au niveau des pneus. Le fameux moyeu Sun que j'avais remis avec des bériques neufs en Argentine, c'est peut-être exceptionnel, là, mais on a pogné ce qui s'apparente dans du 49 degrés Celsius, là, parce que mon Garmin indiquait 52. Puis quand on regardait les rapports là, sur le téléphone, on était à 48 degrés Celsius indiqué. Hmm. Là, fait que extrêmement chaud dans les Palpas, euh, une région désertique en Argentine. J'étais avec un autre cycliste que lui, son pédalier bottom bracket, le jeu de pédalier a commencé à être lousse, moyeu aussi. Puis là, mon moyeu, avant, il a recommencé à. Mais là, il était tellement lousse qu'il frottait le disque, puis tout ça. Mhm. Là. Puis là, ça commençait à wobbler sur mon vélo. Fait que rendu au Chili, là, le fameux moyeu dynamo, je l'ai enlevé. Puis encore là, c'était par crainte, là, j'avais ça. Mais tu sais, je me suis rendu compte que tu n'es jamais. À moins d'être un. Il y en a là, qui s'en vont du jour en autonomie, complètement au milieu de nulle part. Mhm. Mais sinon, moi, j'étais rarement 2 jours sans croiser la civilisation. Fait que j'arrivais toujours à recharger mes appareils. Puis Dieu se sait comment j'avais des appareils, là, drone, puis GoPro, puis 2 cellulaires, puis un ordinateur. Tu sais, j'avais du stock. Fait que, tu sais, pour moi, un moyen dynamo, finalement, c'est peut-être pas un must pour ce genre de voyage-là, parce qu'il m'a apporté des problèmes, parce qu'en étant là, il fallait que je démonte la roue au complet. Fait qu'en nu mécanique, c'est peut-être juste ça le petit problème. Fait que c'est pas un gros problème sur 23 481 km finalement, là. En effet. Puis, Je te laisse nous rappeler peut-être la suite, là. ouais, ton C'était moment 3 volets ta question. d'angoisse, ton plus grand Moment moment d'angoisse. d'angoisse. Euh, Tu sais, on a. Ben, moi, je viens de Laval, là, puis j'ai pas grandi dans le monde du plein air, j'ai pas une grande résistance au froid, là. Sans dire que j'ai le réno, là, je suis pas loin, là. J'ai tout le temps le bout des doigts sensibles, les orteils. Il faut vraiment que je fasse attention, tu sais. Puis, je suis pas du genre téméraire. J'ai rencontré un jeune au Pérou, justement, qui, lui, tripait là, d'aller à 4000 mètres d'altitude, de se faire brasser dans le vent, dans la grêle, puis se réveiller dans la neige, là. Tu sais, il cherchait ça un petit peu, là, tu sais. William, il va peut-être se reconnaître, mais tu sais, tabarnouche, que moi, j'ai essayé d'éviter ça au contraire, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il n'est rien arrivé de spectaculaire. Tu sais, des fois, hein, les mésaventures font pour les meilleures histoires, là, dans des Mhm. récits d'aventure. Moi, j'en ai pas de ça. Parce que je me suis toujours écouté, j'ai toujours, tu sais, s'il annonçait de la pluie, ça ne me dérangeait pas de prendre une journée ou deux de congé. Tu sais, j'ai toujours essayé de me faufiler dans tout ça. Finalement, tu sais, je me suis quand même fait pogner au Pérou. J'avais une traverse à faire, un pass, là, comme qu'on dit. Et Mhm. puis, je m'en allais dans le fond au volcan Tixani. Et puis, volcan Tixani, euh, tu peux y accéder jusqu'à 4900 mètres, là, ça, c'est près de 16 000 pieds. Puis à partir de là, tu laisses ton vélo, parce que là, comme en sable, là. Tu peux monter apparemment le volcan jusqu'à 5000 mètres. Tu sais. Fait que c'était mon plan. Et puis, j'avais quand même, évidemment, tu sais, la route, on ne peut jamais vraiment la savoir trop d'avance. Là. Fait que c'est quasiment si la veille ou 2 jours avant, tu as une idée d'où ce que tu t'en vas, puis tu traces. Tu sais. Et je me gardais toujours un plan B. On ne sait jamais parce que, surtout au Pérou, dans ces altitudes-là, ça peut changer effectivement vite, là, la température. Mhm. Là. Puis, ce matin-là, j'avais couché dans un petit village là,
perron d'une église, là, j'avais demandé au village là, si c'était correct, puis c'était vraiment cool. J'étais comme la vedette du village. Là. Il y a trois madames qui m'avaient invité à souper la veille, puis tout ça. Tu sais. Fait que le matin, j'étais parti. J'étais monté à 4 200 mètres, puis tout de suite arrivé en haut, je trouvais que ça clochait, quelque chose qui clochait. Là. Tu sais, tout d'un coup, plus de vent, Hmm. un genre de silence qui amène quelque chose de pas le fun, parce que tout autour, ça avait tourné au une espèce de gris bleuté menaçant, puis là, on dirait que ça Mhm. grondait. C'est quelque chose qui s'en venait, une tempête qui s'en venait. Que, fait que j'étais redescendu, et puis je savais qu'il y avait une petite rivière là où que je pouvais m'approvisionner en eau. Puis moi, après ça, il fallait que je remonte un autre pass. Là, tu sais. Fait que j'étais monté, je pense, jusqu'à 4006. J'étais redescendu à 4002, où ce qui était la rivière. J'ai comme attendu, il était 10h30, 11h le matin. Là. Puis tout d'un coup, man, c'est arrivé, là, le vent s'est levé, il commençait à grêler, tout ça. Fait que j'avais installé ma tente et j'ai passé 17 heures dans la tente finalement. Fait que tu sais, de genre midi à 7 heures le lendemain matin, là, tu sais. Ça, je trouvais pas ça cool. Là. J'étais pas dans mon élément. Puis là, je me revoyais. J'étais comme, hey, j'étais-tu bien au village avec les petites madames, tranquille, il faisait soleil là, parce que tu sais, ça changeait tellement vite les températures. Fait que tu sais, j'étais petit dans mes shorts. Puis là, j'avais mis ma tente près de la rivière au début. Puis là, je suis comme, erreur, là, c'est trop humide. Ouais. Tu sais, être trop près des cours d'eau, c'est pas bon non plus. Fait que là, j'avais bougé ma tente entre deux orages. Euh, Puis là, je filais pas. Je suis comme, man, j'ai-tu bien ancré? Puis là, à un moment donné, il a commencé tellement à mouiller. Puis, tu sais, dans une tente en plus, ça paraît pire. Là. Et puis, là, je dis, hey, je vais me faire une tranchée. Puis que là, je fais ma tranchée. Là, l'eau coûte. Là, je suis comme, attends une minute. Là, tu sais, une heure après, je suis comme, si la tranchée, elle ne peut plus absorber l'eau. Puis là, ça va en dessous de ma tente. Je ne suis pas plus avancé. Puis là, à un moment donné, je suis comme, là, j'essaie de regarder autour de moi, de me dire, je suis peut-être dans une de ces places, parce que ça arrive souvent dans les déserts, comme mettons en Arizona Mhm. ici, où est-ce que c'est un. Tu sais, il peut y avoir des flash floods, comme qu'on appelle, là, Oui, oui. l'eau qui descend des montagnes hyper rapidement, tu sais. Fait que là, je suis comme, je suis-tu dans cette zone-là? Parce que j'étais comme en une crête, en deux montagnes, tu sais. Ah, man, je filais pas gros, là. Fait que j'ai passé la journée dans ma tente. J'étais pas bien là-dedans. Fait que, tu sais, moi, j'ai vite vu que j'étais pas, je veux pas courir après ces aventures-là. Mais ça a fait probablement tu sais, une super belle histoire. Parce que, tu sais, je m'en rappelle encore quand le lendemain matin, écoute, je dézippe la tente, je vois le soleil, man. J'étais comme wow. Puis mon corps a été bon parce que autour de moi, je voyais un anneau de neige. Fait qu'en élévation, il y avait neigé. Fait que Mhm. moi, au début, je voulais aller au volcan Tixani camper à la base, puis faire le hike le lendemain matin. J'ai arrêté dans la neige, dans le vent, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai bien fait de m'écouter. Puis le lendemain, en arrivant en haut du volcan Tixani, même pas eu le temps de sortir le drone, une autre tempête qui arrive. Fait que là, je suis redescendu en malade. Puis quand je suis arrivé à un moment donné, une intersection, là, m'en suis rendu compte, là, ça en prend pas gros, puis ça peut déraper hein, dans des voyages comme ça. Mhm. Tu sais, surtout là, je suis quand même seul, tu sais, je suis en plein milieu de nulle part. J'ai quand même mon satellite, là, encore, mon Garmin InReach, mais tout de même. Puis j'arrive à une zone où est-ce que, même si je regarde ma map, je sais pas où il faut que j'aille. Il y a comme une fourche gauche-droite, puis tu sais, c'est un volcan, ça. Fait que toute la terre autour est comme noire, c'est mou, balayé probablement par le vent aussi, puis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, j'avais juste eu une petite couche de neige là-dessus, là, j'aurais pas su où m'en aller. Puis Mhm. là, ça aurait peut-être viré en espèce de bouette qui colle sur tes pneus. Puis Ouais. ça m'est arrivé au Utah, là. Puis quand tu t'en aperçois, il est trop tard. Puis même marcher là-dedans, ton soulier avec la succion peut littéralement rester au sol. Tu sais, tu peux vraiment, vraiment être dans la merde vite. Puis, fait que, tu sais, une chance que j'avais pas poussé ma loque la veille, puis être pogné là-dedans dans la neige, puis devoir redescendre l'autre bord, tu sais. Puis finalement, j'ai repris mon chemin, tu sais, puis je suis sorti de là, mais asti que j'étais fier après, on s'entend, là, tu sais, C'est d'avoir. clair. C'est dans ces moments-là qui te bardassent un peu et qu'après ça, genre, tu célèbres le confort, puis tu sais, tu regardes après ça, puis tu dis tabarnouche. Ça m'a rendu plus fort. Là, c'est comme si j'avais poussé ma limite. Là, je sais un peu plus c'est où ma limite. Je serais capable de faire face à ce genre de tempête-là. Mais encore là, ça peut tellement déraper vite. Puis quand il est trop tard, il est trop tard, là. Ouais. Non, ça doit être angoissant. Puis aussi, tu sais, c'est une question de bonne décision sur le moment. Peut-être, moi, ça fait pas mal le tour de mes questions, mais en termes de conclusion, là, on pourrait parler de ton après-carrière. Parce que là, dans le fond, tu es conférencier.
Oui. J'ai malheureusement manqué certaines de tes conférences. Je voulais y aller, puis tu sais, avec la vie de famille, c'était tough. Puis là, tu parlais d'un livre. Tu veux-tu nous parler de ce qui s'en vient pour toi? Ben oui, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde à atteindre. T'es pas le premier qui me dit hey, malheureusement, j'ai raté tes conférences parce que, en fait, moi, tout au long de mon parcours, j'ai filmé. Fait que ceux qui ne le savent pas, là, il y a 22 épisodes sur YouTube, ma chaîne personnelle Dominique Ménard, euh, qui ont été documentés. Fait que tout au long du parcours, moi, je me suis filmé là, à travers ces 463 jours-là. Une petite folie, mais ça a toujours été ça mon réflexe. Puis j'ai un plaisir à documenter comme ça, à m'auto-filmer. Le but, c'est d'en faire un documentaire. Puis après ça, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre à mon tour parce que je suis un grand fan de lecture. À tous les matins, j'ai ma petite routine, puis je lis. Puis ce livre-là m'a tellement inspiré que je veux essayer peut-être de redonner ça à tout le monde. Mais aussi, moi, ma démarche, quand je crée du contenu, c'est de me faire des souvenirs pour moi. Fait que c'est ma motivation. Fait que le livre, je suis en train de l'écrire. Puis j'ai commencé à donner des conférences. Fait que j'avais présenté l'épisode final, le 22e épisode, qui est probablement un de mes préférés, parce que j'arrive à la fin à Ushuaia, puis il y a comme un petit crescendo des meilleurs moments et tout. Fait que j'avais fait une couple de présentations publiques de ça. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à donner des conférences, mais dans les écoles, j'essaie de percer les entreprises, un petit peu plus difficile. Si Mhm. bien que là, je fais plus de conférences publiques, je le sais qu'il y en a encore qui aimeraient ça que je le fasse. Là. Fait que je vais essayer peut-être l'année prochaine de faire quelques conférences publiques. C'est juste un petit peu plus dur pour moi parce que ça ne me garantit pas un revenu. Il faut que je vende des billets. C'est Mhm. quand même compliqué, là, tu sais. Tandis que quand je vais dans les écoles, les entreprises, on me paye, je le facture. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je n'ai pas à faire de promotion, mais je retiens ça. Puis aussi, je fais des ateliers. Ça, je vais en refaire, les ateliers de bikepacking au printemps. Mhm. Fait que l'année passée, je n'avais donné à l'accordé, qui roule à Sherbrooke, Petit Stop Vélo Café aussi. Fait que peut-être je vais répéter l'expérience cette année. Fait que ça serait. Parce que je rencontre quand même quelques anecdotes de mon voyage, là. Euh, Fait que là, dans le fond, c'est ça, c'est que ça me lançait dans une autre direction. Fait que, tu sais, au final, j'avais une crainte de tout perdre peut-être avec Bon Vélo. Mais là, la marque s'est rendue Dom Ménard, là, tu sais. Mhm. Au bout. Parce que moi, tout était sur Bon Vélo sur la chaîne YouTube. Puis quand j'ai commencé à documenter, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que j'ai misé sur ma chaîne YouTube personnelle qui était pas grand-chose au début. Mais finalement, j'ai réussi à dépasser Bon Vélo, mon Instagram, évidemment. J'avais réalisé avec Bon Vélo que les gens veulent suivre un petit peu plus l'individu derrière, là, Ouais. tu sais, qui habite dans sa van, puis qui voyage, qui fait du bike, ci, puis ça. Tu sais, ça suscite un petit peu plus la curiosité que la marque. Fait que je suis devenu une marque finalement, fait que, tu sais, les conférences, le livre, le documentaire, ça va tout nourrir ça. Et dans mon rôle d'ambassadeur, là, avec De Vinci, Gourou, New West, le Pet Stop, puis On the Edge. Très nice. Ben, écoute, moi, ça m'impressionne vraiment le fait que toute ta conférence, puis tout ça, tu sais, c'est vraiment tough d'engager des gens live one-on-one, là. Moi, j'ai fait le contraire, tu sais, j'ai écrit un livre, puis après ça, Oui, j'avais fait, on m'avait demandé de faire quelques conférences pour faire la promotion de mon livre. Si je me rappelle d'une conférence que j'ai faite, là, c'était comme, mon intro de livre, c'est les 10 commandements du cyclisme. Puis là, je me rappelle plus c'est quoi, je suis comme, un moment donné, je dis au monde, il y en a un, c'est genre bien choisir sa monture, puis là, je suis comme, connaissez-vous ça, le gravel bike? Personne répond, puis il y a juste une madame pour arranger, il est comme non. Puis là, j'étais comme ah, c'est comme le deuxième commandement, puis là, j'étais comme la soirée va être longue. ouais, ouais, ouais. Oh my God. Puis, tu touches un bon point, là, si je regarde mes premières conférences versus là, c'est ça. Il n'y a rien comme se lancer aussi puis apprendre en cours de route. Là. Puis à Ouais. cette heure, moi, je désamorce souvent ça, hein. Avec l'âge, c'est ça qui arrive. Puis je me rappelle des fois avoir dit dans des conférences comme là, c'est devenu le thème de ma conférence, c'est oser essayer. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme, je m'essaye, ça sera pas parfait, on va apprendre ensemble. Fait que, tu sais, je désamorce un petit peu la situation parce que je le sais, la vie, c'est une constante Mhm. apprentissage. Et puis, je me rappelle au début, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais très, très en ordre chronologique. Genre, voici mon voyage. Tu Ouais. sais, c'est quasiment diapositive numéro un. Me voici en Oregon, alors que, tu sais, puis là, là. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai vu que je ne peux pas tout raconter non plus 463 jours en 1 heure. Puis là, j'ai vu des thèmes se développer, puis des Ouais. leçons, puis c'est plus ça qui est ressorti finalement. Et j'en suis venu qu'à trouver un titre parce que j'étais allé à une entreprise à un moment donné donner la conférence, puis le gars, il me dit, juste pour faire sa promotion, là, c'est quoi le titre de ta conférence? Je suis comme, ben, Dom Ménard,
28 000 kilomètres à travers les Amériques, tu sais, parce qu'on ne l'a pas raconté, là, mais j'ai traversé le Canada à mon retour. Fait que, bref, j'avais aucune idée, mais là, oser essayer, c'est le thème de la conférence Mhm. parce que la deuxième nuit, moi, à Washington, en fait, j'ai vraiment pogné de quoi dans ma tente. Là. J'ai eu une petite crise de panique où j'étais en train de me demander ce que j'étais en train de faire là. Tu sais, j'ai-tu fait le bon choix? Puis, tu sais, financièrement, ça va me coûter combien cette histoire-là? Mhm. Puis, est-ce qu'il y a des opportunités professionnelles que je laisse de côté? Bon vélo. J'avais une vanne fournie que j'avais remis, moi, à mon commanditaire de l'époque. Tu sais, c'était un gros risque quand même. Des mois de préparer, tu sais, c'est excitant et Ouais. tout, là. Mais là, quand tu arrives, là, puis tu es confronté à cette réalité-là, là, j'ai vraiment pogné un petit mur ce soir-là. Je m'en suis sorti en me disant, fais juste essayer. Puis cette petite Mhm. phrase clé-là, elle m'a été utile dans mon parcours, elle m'a été utile dans ma vie, puis c'est devenu le titre de la conférence, donc oser essayer. Ah ben c'est solide. C'est solide comme ouais, non, ça doit bien partir une conférence d'une même. Ben, je te remercie beaucoup Ouais. pour 7h10 là environ. Écoute, c'était vraiment très intéressant. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais ajouter à la fin avant qu'on se laisse. Ben non, je pense que ça finissait bien sur la Ouais. morale là, de tout ça. Puis, tu sais, moi, en tant que conférencier, là, je veux pas tomber, je veux pas dénaturer mon histoire, je veux pas tomber dans le genre de gourou, coach de Mhm. vie, puis, tu sais, peindre une aventure pour dire ce que les gens veulent entendre, c'est pas ça. Tu sais, je veux rester authentique dans ma démarche. C'est l'enfant dans mon contenu. J'essaie de montrer la vie, ma vie telle qu'elle est. Tu sais, puis c'est un petit peu ça ma démarche. Puis juste d'être soi-même, je pense qu'il y a comme un retour aussi à. C'est le mot-clé de l'année 2024, je pense, là, d'authenticité sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je Mhm. pense, mais ça continue quand même en 2025, 2026. Les gens sont tannés, non, aussi, de, tu sais, on est plus aiguisé en tant qu'audience aussi sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, soyez, soyez vous-même, puis osez essayer, puis tu sais, on fait toutes des erreurs, puis ça fait. C'est ça que c'est pour ça que j'ai autant de plaisir, dans le fond, à donner ces conférences-là avec les jeunes qui sont dans une période d'apprentissage, de recherche d'identité. C'est pas évident, mais c'est juste ça. C'est la nature humaine de faire des erreurs, d'essayer, puis juste d'être honnête aussi avec les personnes en avant de nous, demander de l'aide, poser des questions. Puis Mhm. c'est la beauté de ça. Tu sais, on se cache tellement derrière l'ego, des fois, on n'ose pas demander ou faire les trucs qui nous intéressent. Tu sais, moi, j'ai toujours été en marge de la société si je regarde tout ça. Au final, ça m'a rapporté, mais c'est pas tout le temps évident de sortir un petit peu du cadre. Mais tu sais, moi, j'encourage les gens à le faire, sinon qu'à essayer. Parce qu'essayer, là, ça te permet après ça de faire un petit crochet, genre j'ai essayé, Ouais. j'ai pas aimé ça, c'est casé, tu sais. Puis c'est comme ça, à un moment donné, il faut faire des trucs qu'on n'aime pas pour arriver à des trucs qu'on aime. Puis moi, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, pas avoir de regrets, c'est la plus belle récompense, je pense, au bout de la ligne. Puis essayer, ça veut juste dire, essayer pour la peine quand même, mais tu sais, ça veut pas donc dire, dans mon cas, là, c'était pas genre de réussir finalement à atteindre Ushuaia. Tu sais, au final, si j'avais peut-être fait 2 semaines ou juste me rendre au Mexique, au pire, ça aurait été ça, puis j'aurais été quand même super fier. Mais tu sais, j'ai découvert finalement un univers que j'aimais parce qu'au début, je ne savais pas si j'allais Mhm. aimer ça. Fait que j'ai continué. Mais tout ça a été rendu possible parce que je me suis donné la peine d'essayer. Good. Ben, je pense que ça conclut très bien l'épisode. Fait que je te Merci remercie beaucoup. encore pour ton temps, puis au plaisir de se recroiser sûrement d'un canton de l'Est l'été prochain, comme on a pu le faire, ou chez Messorem. C'est là la première fois qu'on s'est Oui, croisés d'ailleurs. exact. Oui, oui, non, j'aime. Ça me donne déjà le goût printemps. J'ai Ouais, hâte de revenir à Beaumont. good. Bon, ben on roule au printemps. Yes, sir. Ciao, un gros, Merci gros beaucoup. merci. Ciao, JP. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Encore une fois, 2 personnes sur 3 qui écoutent ce podcast ne sont pas abonnés au podcast. Alors, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer et aussi laisser un review pour m'aider avec l'algorithme. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!